pour expliquer aux acteurs en fait qu'il y a un lien entre leur activité économique et la nappe qu'ils partagent eux tous, que ce soit l'accès à l'eau potable, la petite agriculture, l'agro-industrie, l'élevage. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'on a essayé de mettre ensemble pour qu'ils discutent et que chacun, par rapport à sa perception, par rapport à son intérêt, par rapport à son positionnement, comment on peut arriver à des rapprochements. Ce n'était pas évident, mais je pense que l'approche par les communs quand même a permis de mettre en avant ce concept-là pour faire comprendre aux acteurs en fait qu'il faut une communauté. Je dirais qu'au début, par rapport au programme commun, en fait, au début vraiment c'était trop conceptuel en fait, parce qu'il y avait trop de mots et les gens n'arrivaient pas en fait à se retrouver. On faisait plein de réunions et c'est après, quand on a commencé à introduire certains outils, on a testé un jeu qui était, c'est un jeu sérieux aussi, un jeu sur les règles d'usage de l'eau agricole avec des agriculteurs. Et progressivement, on voit le lien entre réglementation, la ressource et les acteurs en fait. Et progressivement, on ne parle plus, nous, après, de ressources. Faire comprendre aux acteurs en fait, c'est quoi l'approche par les communs. Donc on a essayé de faire l'effort de traduire ça même en langue locale. Donc on a une ressource qui est là, qu'on partage, mais comment arriver à se concerter, décider pour mettre en place des règles. L'autre aspect aussi qui me semblait assez compliqué, c'était aussi les acteurs institutionnels. C'est des acteurs qui sont un peu en déphasage quand même avec cette approche par les communs. On est plus en lien avec les acteurs locaux et je disais qu'aussi il faut les intégrer. C'est pourquoi on a fait des réunions dans leurs institutions pour présenter la démarche, les impliquer, les former, mais aussi les outiller pour qu'eux aussi s'impliquent pour faciliter un peu tout le processus qu'on mettra en place au niveau local. Et ensuite, on avait aussi le critère géographique. Il fallait aussi configurer le commun lui-même pour que les acteurs puissent s'en approprier. Et nous, on était dans un contexte d'eau souterraine, une aquifère qui était partagée entre différentes communes. Et là, on a dit que l'approche, c'est de dire aux gens, le commun, c'est l'aquifère. Mais par où, par quel mécanisme passer? C'est de l'organisation, c'est la définition de règles, c'est la co-construction d'actions. Et sur ce niveau-là, on a quand même avancé en mettant en place ce qu'on appelle des plans locaux GIR et qui intègrent à la fois des aspects d'action, mais aussi des aspects aussi liés à la réglementation. Et c'est une communauté d'usagers de cette ressource-là, comment ils arrivent à discuter, à aussi imaginer, en tout cas, des solutions collectives. Et même que ce soit des alternatives par rapport à la loi qui est là, qui est bien pensée au niveau national, mais qui n'arrive pas à être opérationnalisée au niveau local. Et c'est sur cette démarche-là, nous qu'on est configuré à l'échelle de cette affaire-là, où on a tous ces acteurs-là. Quand on analyse les communs à travers les chercheurs depuis Ostrom et autres, on se rend compte que ça permet de rentrer dans un certain carcan qui peut être très complexe et que en réalité, ça pourrait être pris de façon pourtant assez simple. C'est que l'essentiel, c'est que les acteurs puissent se retrouver autour des espaces de dialogue, des espaces de démocratie, que ça favorise des espaces de concertation où les acteurs peuvent discuter des règles, les remettre en cause, les améliorer et qui permettent en réalité d'atteindre les objectifs de développement durable. Et nous, on se dit, dans le cadre de la Convention commune, qu'on allait avoir 3 entrées. Une entrée ressources, une entrée acteurs, mais aussi une entrée service. Une entrée service et territoire, pas acteur. Donc, et du coup, ça, c'était véritablement des questionnements. Et dans nos échanges, il y a eu des débats houleux. Et finalement, on s'est dit que en réalité, il faut admettre qu'il y a une forme de maturité des communs. Par exemple, les communs de service ou les communs de territoire, ce sont peut-être des communs qui ne sont pas matures, en tout cas en rapport avec les communs ressources.
le programme nous a également permis d'aller plus loin sur les outils, par exemple avec l'outil Pardi, Pardi qui permet en fait de mobiliser autour d'une problématique des acteurs, des ressources et donc autour donc des interactions et des dynamiques. Et on a également, par exemple, mobilisé un jeu sérieux autour du service d'eau potable pour amener les acteurs à réfléchir ensemble autour des dynamiques, autour de la réalité de référence qui est en fait ce qu'ils vivent au quotidien dans les services. Mais il faut noter que jusqu'ici, quand même, la gestion des ressources en eau est plutôt centrale et que dans la configuration présentée, les communes sont bien présentées comme un échelon important pour la gestion des ressources en eau, mais aujourd'hui tout ce qui se fait est pratiquement expérimental avec le GRET et que du point de vue, en tout cas au niveau national, il n'y a pas encore véritablement un rôle très important qui est confié aux communes à ce niveau. Donc, c'est dire que le programme commun et gouvernance partagée nous a permis quand même d'apporter beaucoup de plus-value à nos pratiques qu'on avait avant le début de ce programme. Et dans ce cadre-là, nous, ce qui nous intéresse le plus, bien ce qu'on tire quand même de ce programme, c'est le partage d'expériences en fait, entre les différents territoires de mise en œuvre des différents projets, le Sénégal, le Madagascar et d'autres pays, autour d'autres communs, parce qu'il y a dans d'autres géographies, on parle beaucoup plus des forêts. Ailleurs, c'est les aires protégées. Mais en termes de démarche, en termes de mobilisation des acteurs, en termes d'organisation des acteurs, les process sont quasiment les mêmes. Donc nous, parce que nous, on est à notre toute première phase de projet, et donc bénéficier de ces expériences-là avec d'autres projets, d'autres programmes qui sont à leur deuxième, troisième phase, ça nous permet aussi déjà de visualiser des difficultés, des défis, des enjeux auxquels on peut se confronter dans notre démarche, dans notre intervention. Mais l'enjeu, c'est aussi aller au-delà de la simple participation, de la simple figuration. C'est aussi de donner la parole à tous les acteurs, à tous les citoyens et de les écouter, de prendre en compte aussi ce qu'ils disent. Avoir un cadre de concertation où il y a l'administration publique, donc l'État, mais aussi les collectivités, donc les maires et les usagers, donc dont le citoyen lambda, entre guillemets, ou bien l'agriculteur, le paysan. Ce n'est pas toujours évident pour que tous les acteurs puissent avoir voix aux paroles au chapitre. Et même parce que il y a certaines barrières qui existent dans nos sociétés et là, les gens s'auto-censurent des fois. Parce que bon, si j'ai le préfet, j'ai le maire, j'ai le représentant du ministre, et les gens ont du mal peut-être à prendre certaines positions. Et nous, notre travail a été aussi de mettre en place des conditions pour permettre à ce que toutes ces entités-là puissent s'exprimer. Soit en mettant en place des modes de prise de décision qui sont plus ou moins différents des modes ordinaires. Donc on a par exemple mis en place des votes de valeur qui sont peut-être un peu en opposition par exemple à des votes à main levée où c'est plus complexe pour un citoyen de s'opposer à certaines décisions. Il faut le dire, c'est aussi des réalités. Ou bien dans notre contexte sociologique, dans des espaces avec des femmes, et des filles et des hommes, ce n'est pas toujours aussi aisé, ou bien des jeunes même, ce n'est pas toujours aussi aisé d'entrer en contradiction ou bien avec certaines choses. Donc, c'est également un aspect sur lequel on essaie de travailler. Soit on rencontre certains groupes d'acteurs en privé. Nous, en tant que GRET, on organise aussi des rencontres en privé pour permettre la libération de la parole. Ou bien, et je pense que c'est même une expérience des collègues du Sénégal, on travaille sur le renforcement des capacités spécifiques de certains groupes d'acteurs.
des jeunes, des femmes, pour leur permettre aussi de prendre la parole, de s'exprimer, de donner leur avis, et peu importe le cadre, le groupe dans lequel on se retrouve. Donc, il faut dire que la participation, telle qu'on l'a toujours fait, en tout cas pour nous dans notre démarche, ne se limite pas juste à faire venir les gens. Parce qu'il y a aussi certaines barrières qui peuvent être des barrières linguistiques. Parce qu'il y a des groupes d'acteurs qui viennent, qui ne s'expriment pas forcément en français, en anglais, et donc uniquement en vernaculaire. Donc il faut pouvoir prendre en compte tous ces acteurs-là, leur donner la parole, les écouter et aussi prendre en compte leurs propositions. Donc c'est aussi des éléments peut-être délicats, assez délicats selon les contextes, mais qu'on essaie quand même de prendre en compte pour vraiment assurer la représentativité, la légitimité de ces cas de concertation-là. Et le dernier point sur lequel c'est aussi la redevabilité qu'on essaie de mettre en place. Parce que dans les cas de concertation, c'est des représentants d'acteurs qui viennent. Parce que les cas, on ne peut pas avoir tout le monde. Donc, c'est des représentants d'acteurs qui sont identifiés par ces groupes d'acteurs-là, qui viennent. Mais nous, derrière, on essaie aussi de s'assurer à ce que l'information puisse aller à ces groupes que des représentants ou bien que des personnes représentent, pour que derrière, ils puissent aussi participer à la réflexion, participer aux prises de position, aux prises de décision depuis la base où elles se trouvent et où ils sont représentés par des leaders ou bien des acteurs qu'ils choisissent démocratiquement.